que je voudrais voir régner dans tous les pays. Si l'on examine comment croissent les besoins d'un État, on trouvera que souvent cela arrive à peu près comme chez les particuliers, moins par une véritable nécessité que par un accroissement de désirs inutiles, et que souvent on augmente la dépense que pour avoir un prétexte d'augmenter la recette, de sorte que l'État gagnerait quelquefois à se passer d'être riche, et que cette richesse apparente lui est au fond plus onéreuse que ne serait la pauvreté même. On peut espérer, il est vrai, de tenir les peuples dans une dépendance plus étroite en leur donnant d'une main ce qu'on leur a pris de l'autre, et ce fut la politique dont usa Joseph avec les Égyptiens. Mais ce vain sophisme est d'autant plus funeste à l'État que l'argent ne rentre plus dans les mêmes mains dont il est sorti, et qu'avec de pareilles maximes, on n'enrichit que des fainéants de la dépouille des hommes utiles. Le goût des conquêtes est une des causes les plus sensibles et les plus dangereuses de cette augmentation. Ce goût, engendré souvent par une autre espèce d'ambition que celle qu'il semble annoncer, n'est pas toujours ce qu'il paraît être, et n'a pas tant pour véritable motif le désir apparent d'agrandir la nation, que le désir caché d'augmenter au-dedans l'autorité des chefs, à l'aide de l'augmentation des troupes, et à la faveur de la diversion que font les objets de la guerre dans l'esprit des citoyens. Ce qu'il y a du moins de très certain, c'est que rien n'est si foulé ni si misérable que les peuples conquérants, et que leurs succès même ne font qu'augmenter leur misère. Quand l'histoire ne nous l'apprendrait pas, la raison suffirait pour nous démontrer que plus un État est grand, et plus les dépenses y deviennent proportionnellement fortes et onéreuses, car il faut que toutes les provinces fournissent leur contingent aux frais de l'administration générale, et que chacune, outre cela, fasse pour la sienne particulière la même dépense que si elle était indépendante. Ajoutez que toutes les fortunes se font dans un lieu et se consomment dans un autre, ce qui rompt bientôt l'équilibre du produit et de la consommation et appauvrit beaucoup de pays pour enrichir une seule ville. Autre source de l'augmentation des besoins publics, qui tient à la précédente, il peut venir un temps où les citoyens, ne se regardant plus comme intéressés à la cause commune, cesseraient d'être les défenseurs de la patrie, et où les magistrats aimeraient mieux commander à des mercenaires qu'à des hommes libres, ne fût-ce qu'afin d'employer en temps et lieu les premiers pour mieux assujettir les autres. Tel fut l'état de Rome sur la fin de la République et sous les empereurs, car toutes les victoires des premiers Romains, de même que celles d'Alexandre, avaient été remportées par de braves citoyens, qui savaient donner au besoin leur sang pour la patrie, mais qui ne le vendaient jamais. Marius fut le premier qui, dans la guerre de Jugurtha, déshonora les légions en y introduisant des affranchis, vagabonds et autres mercenaires. Devenus les ennemis des peuples qu'ils s'étaient chargés de rendre heureux, les tyrans établirent des troupes réglées, en apparence pour contenir l'étranger et, en effet, pour opprimer l'habitant. Pour former ces troupes, il fallut enlever à la terre des cultivateurs, dont le défaut diminua la qualité des denrées, et dont l'entretien introduisit des impôts qui en augmentèrent le prix. Ce premier désordre fit murmurer les peuples. Il fallut, pour les réprimer, multiplier les troupes, et par conséquent la misère. Et plus le désespoir augmentait, plus on se voyait contraint de l'augmenter encore pour en prévenir les effets. D'un autre côté, ces mercenaires qu'on pouvait estimer sur le prix auquel ils se vendaient eux-mêmes, fiers de leur avilissement, méprisant les lois dont ils étaient protégés et leurs frères dont ils mangeaient le pain, se crurent plus honorés d'être les satellites de César que les défenseurs de Rome, et dévoués à une obéissance aveugle, tenaient par état le poignard levé sur leurs concitoyens, prêts à tout égorger au premier signal. Il ne serait pas difficile de montrer que ce fut là une des principales causes de la ruine de l'Empire romain. L'invention de l'artillerie et des fortifications a forcé de nos jours les souverains de l'Europe à rétablir l'usage des troupes réglées pour garder leur place. Mais avec des motifs plus légitimes, il est à craindre que l'effet n'en soit également funeste. Il n'en faudra pas moins dépeupler les campagnes pour former les armées et les garnisons. Pour les entretenir, il n'en faudra pas moins fouler les peuples, et ces dangereux établissements s'accroissent depuis quelque temps avec une telle rapidité dans tous nos climats qu'on n'en peut prévoir que la dépopulation prochaine de l'Europe est tôt ou tard la ruine des peuples qui l'habitent. Quoi qu'il en soit,
On doit voir que de telles institutions renversent nécessairement le vrai système économique, qui tire le principal revenu de l'État du domaine public et ne laisse que la ressource fâcheuse des subsides et impôts dont il me reste à parler. Il faut se ressouvenir ici que le fondement du pacte social est la propriété, et sa première condition que chacun soit maintenu dans la paisible jouissance de ce qui lui appartient. Il est vrai que, par le même traité, chacun s'oblige, au moins tacitement, à se cotiser dans les besoins publics. Mais cet engagement ne pouvant nuire à la loi fondamentale et supposant l'évidence du besoin reconnu par les contribuables, on voit que pour être légitime, cette cotisation doit être volontaire, non d'une volonté particulière, comme s'il était nécessaire d'avoir le consentement de chaque citoyen et qu'il ne dût fournir que ce qui lui plaît, ce qui serait directement contre l'esprit de la Confédération, mais d'une volonté générale, à la pluralité des voies et sur un tarif proportionnel qui ne laisse rien d'arbitraire à l'imposition. Cette vérité, que les impôts ne peuvent être établis légitimement que du consentement du peuple ou de ses représentants, a été reconnue généralement de tous les philosophes et jurisconsultes qui se sont acquis quelque réputation dans les matières de droit politique, sans excepter Bodin même. Si quelques-uns ont établi des maximes contraires en apparence, outre qu'il est aisé de voir les motifs particuliers qui les y ont portés, ils y mettent tant de conditions et de restrictions qu'au fond la chose revient exactement au même. Car que le peuple puisse refuser ou que le souverain ne doive pas exiger, cela est indifférent quant au droit. Et s'il n'est question que de la force, c'est la chose la plus inutile que d'examiner ce qui est légitime ou non. Les contributions qui se lèvent sur le peuple sont de deux sortes. Les unes réelles, qui se perçoivent sur les choses, les autres personnelles, qui se payent par tête. On donne aux unes et aux autres les noms d'impôts ou de subsides. Quand le peuple fixe la somme qu'il accorde, elle s'appelle subside. Quand il accorde tout le produit d'une taxe, alors c'est un impôt. On trouve dans le livre de l'Esprit des lois que l'imposition par tête est plus propre à la servitude et la taxe réelle plus convenable à la liberté. Cela serait incontestable si les contingents par tête étaient égaux, car il n'y aurait rien de plus disproportionné qu'une pareille taxe, et c'est surtout dans les proportions exactement observées que consiste l'esprit de la liberté. Mais la taxe par tête est exactement proportionnée aux moyens des particuliers, comme pourrait être celle qui porte en France le nom de capitation, et qui, de cette manière, est à la fois réelle et personnelle. Elle est la plus équitable et, par conséquent, la plus convenable à des hommes libres. Ces proportions paraissent d'abord très faciles à observer, parce qu'étant relatives à l'état que chacun tient dans le monde, les indications sont toujours publiques. Mais outre que l'avarice, le crédit et la fraude savent éluder jusqu'à l'évidence, il est rare qu'on tienne compte dans ces calculs de tous les éléments qui doivent y entrer. Premièrement, on doit considérer le rapport des quantités, selon lequel, toutes choses égales, celui qui a 10 fois plus de biens qu'un autre doit payer 10 fois plus que lui. Secondement, le rapport des usages, c'est-à-dire la distinction du nécessaire et du superflu. Celui qui n'a que le simple nécessaire ne doit rien payer du tout. La taxe de celui qui a du superflu peut aller au besoin jusqu'à la concurrence de tout ce qui excède son nécessaire. À cela, il dira qu'eu égard à son rang, ce qui serait superflu pour un homme inférieur est nécessaire pour lui, mais c'est un mensonge, car un grand a 2 jambes ainsi qu'un bouvier, et n'a qu'un ventre non plus que lui. De plus, ce prétendu nécessaire est si peu nécessaire à son rang, que s'il savait y renoncer pour un sujet louable, il n'en serait que plus respecté. Le peuple se prosternerait devant un ministre qui irait au conseil à pied pour avoir vendu ses carrosses dans un pressant besoin de l'État. Enfin, la loi ne prescrit la magnificence à personne, et la bienséance n'est jamais une raison contre le droit. Un troisième rapport qu'on ne compte jamais, et qu'on devrait toujours compter le premier, est celui des utilités que chacun retire de la Confédération sociale, qui protège fortement les immenses possessions du riche et laisse à peine un misérable jouir de la chaumière qu'il a construite de ses mains. Tous les avantages de la société ne sont-ils pas pour les puissants et les riches? Tous les emplois lucratifs ne sont-ils pas remplis par eux seuls?
Toutes les grâces, toutes les exemptions ne leur sont-elles pas réservées? Et l'autorité publique n'est-elle pas toute en leur faveur? Qu'un homme de considération vole ses créanciers ou fasse d'autres friponneries, n'est-il pas toujours sûr de l'impunité? Les coups de bâton qu'il distribue, les violences qu'il commet, les meurtres même et les assassinats dont il se rend coupable, ne sont-ce pas des affaires qu'on assoupit, et dont au bout de 6 mois il n'est plus question? Que ce même homme soit volé, toute la police est aussitôt en mouvement, et malheur aux innocents qu'il soupçonne. Passe-t-il dans un lieu dangereux, voilà les escortes en campagne. L'essieu de sa chaise vient-il à rompre, tout vole à son secours. Fait-on du bruit à sa porte, il dit un mot et tout se tait. La foule l'incommode-t-elle, il fait un signe et tout se range. Un charretier se trouve-t-il sur son passage, ses gens sont prêts à l'assommer. Et 50 honnêtes piétons allant à leurs affaires seraient plutôt écrasés qu'un faquin oisif retardé dans son équipage. Tous ces égards ne lui coûtent pas un sou. Ils sont le droit de l'homme riche et non le prix de la richesse. Que le tableau du pauvre est différent. Plus l'humanité lui doit, plus la société lui refuse. Toutes les portes lui sont fermées, même quand il a droit de les faire ouvrir. Et si quelquefois il obtient justice, c'est avec plus de peine qu'un autre n'obtiendrait grâce. S'il y a des corvées à faire, une milice à tirer, c'est à lui qu'on donne la préférence. Il porte toujours, outre sa charge, celle dont son voisin plus riche a le crédit de se faire exempter. Au moindre accident qui lui arrive, chacun s'éloigne de lui. Si sa pauvre charrette renverse, loin d'être aidé par personne, je le tiens heureux s'il évite en passant les avanies des gens lestes d'un jeune duc. En un mot, toute assistance gratuite le fuit au besoin, précisément parce qu'il n'a pas de quoi la payer. Mais je le tiens pour un homme perdu, s'il a le malheur d'avoir l'âme honnête, une fille aimable et un puissant voisin. Une autre attention non moins importante à faire, c'est que les pertes des pauvres sont beaucoup moins réparables que celles du riche, et que la difficulté d'acquérir croît toujours en raison du besoin. On ne fait rien avec rien, cela est vrai dans les affaires comme en physique. L'argent est la semence de l'argent. Et la première pistole est quelquefois plus difficile à gagner que le second million. Il y a plus encore, c'est que tout ce que le pauvre paye est à jamais perdu pour lui, et reste ou revient dans les mains du riche. Et comme c'est aux seuls hommes qui ont part au gouvernement, ou à ceux qui en approchent, que passe tôt ou tard le produit des impôts, ils ont, même en payant leur contingent, un intérêt sensible à les augmenter. Résumons en 4 mots le pacte social des 2 États. Vous avez besoin de moi car je suis riche et vous êtes pauvre. Faisons donc un accord entre nous. Je permettrai que vous ayez l'honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste, pour la peine que je prendrai de vous commander.